Bonsoir à tous, bienvenue dans Talk Politique de ce mardi 28 décembre 2021, la deuxième émission donc au compte de cette semaine. Vous êtes les bienvenus dans cette émission et comme tous les soirs, vous le savez, on vous retrouve pour parler des sujets qui font la une de l'actualité de notre pays. Et nous recevons également les acteurs qui animent cette actualité de la vie politique de la Guinée. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Sori, Lincoln Soma. Bonsoir Lincoln. Bonsoir Jamie. Bonsoir à toutes et à tous. Mariam Nabé, bonsoir. Bonsoir Tchangale, bonsoir à tous. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous. À la technique, l'appui technique de Khalifa Traoré et de Ibrahima Silla. Merci encore une fois de votre fidélité. Restez avec nous. Le débat, c'est dans un instant. Pas plus tard donc qu'hier, on attirait l'attention dans cette même émission sur les cas de Covid-19 qui sont en hausse depuis quelques jours. La maladie gagne donc du terrain. 3 joueurs du Sili national n'ont pas pu se rendre à Kigali ce mardi donc pour les préparations au compte de la CAN. Ils ont été testés positifs au Covid-19. Et pendant ce temps, les gestes barrières sont foulés au sol pour faire la situation de la maladie en Guinée. Nous aurons au téléphone Dr Sori Kondé. Il est chargé d'études au département surveillance épidémiologique et riposte de l'Agence nationale de sécurité et sanitaire. Et puis le gouvernement guinéen envisage de recruter 8000 fonctionnaires contractuels pour combler le vide laissé par ceux qui sont partis à la retraite. C'est un recrutement exceptionnel qui se fera donc pour le primaire, le secondaire en attendant d'organiser un concours de recrutement à la fonction publique. Vous le savez, ce sont des milliers de fonctionnaires qui sont partis à la retraite depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD le 5 septembre dernier. Il s'agit donc d'un plan d'urgence. On en parlera dans cette émission avec les talkers. Et au même moment, des travailleurs contractuels de la Société des eaux de Guinée ont tenu un sit-in ce mardi devant le siège du ministère de l'Énergie. Ces travailleurs en grève depuis bientôt 4 mois ont donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils disent qu'ils ne reçoivent pas leur prime qui est, tenez-vous bien, de 440 000 francs guinéens depuis le début de cette grève. Certains travailleurs ont passé plus de 20 ans dans cette entreprise sans jamais être embauchés. On aura en direct dans cette émission le porte-parole des grévistes pour en parler dans cette émission, bien évidemment. Et comme invité dans Un bâton rompu, nous recevons ce soir Ismaël Gassim Kalissa. Il est fonctionnaire parlementaire. Là-bas également, il y a des problèmes. Les travailleurs accusent des responsables de les empêcher de mettre en place un bureau syndical. On en parle tout de suite avec donc notre invité qui n'est autre que Ismaël Gassim Kalissa. Il est fonctionnaire parlementaire et il ne s'en fout pas. La parole sera à vous en fin de cette émission. Comme tous les soirs, vous aurez la possibilité de vous exprimer sur ce recrutement annoncé à la fonction publique aux 80 ans, 85. Merci encore une fois de votre fidélité. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques secondes pour le débat. Merci encore une fois de votre fidélité. Ibrahima Soli, Lincoln Soma. On attirait donc l'attention, pas plus tard qu'hier soir, dans cette même émission. Les cas de Covid-19 sont en hausse. On a l'impression, depuis ce matin en tout cas, que l'Agence nationale de sécurité sanitaire est en train de prendre les choses en main parce que hier soir, même, au même moment, pendant qu'on faisait cette émission, il y avait une réunion d'urgence qui se tenait. Et là, une autre est annoncée peut-être demain également. C'est ce que je voulais juste rappeler. Hier, il y a eu une réunion au cours de laquelle... à l'ordre du jour, on parlait de la réactivation des différentes commissions qui ont toujours travaillé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les uns et les autres se rendent compte finalement que le moment n'est pas à la blague. Heureusement, mieux vaut tard que jamais. Par rapport aux 3 joueurs... Peut-être aussi qu'il y avait des choses qui se faisaient à l'interne, mais comme ils ne communiquaient pas là-dessus, il n'y avait aucune possibilité de s'en rendre compte. Oui, mais c'est ça. Si vous faites des choses pour nous, ça, nous, c'est contre nous. Si on n'est pas informé, on ne sait rien. Oui, pratiquement. Non, mais mais on ne peut pas être impliqué dans tout ce qui se fait quand même on doit être dans une agence aussi importante que l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Informé. Oui, mais pas de tout. Je ne parle pas peut-être des informations techniques, mais ce qui concerne la santé publique. Nous, citoyens, on doit être informés tous les jours pour pouvoir prendre des dispositions utiles. Ce qui fait d'ailleurs que les gens ont relâché puisque on s'est dit qu'il n'y a pas de communication. Ça veut dire que la chose est partie. Puisque la chose est revenue. Alors qu'elle est bien là. Mais voilà. Donc aujourd'hui, ça commence déjà. C'est ce qu'on dit.
reproché hier. Il faut une communication, une grande campagne, en tout cas par rapport autour de la maladie, comme on le faisait dans le temps, pour que les gens se rendent compte une fois de plus encore que la maladie n'est pas partie. Par rapport au cas des joueurs de Suisse nationale, c'est une chance pour nous, parce que ils sont pas allés. C'est détecté très tôt. Sur place, on ici. est encore une semaine ou 2 semaines de la compétition, quelques 10 jours de la compétition. Dans 3 à 4 jours, ils pourront sortir certainement guéris et partir de ce côté. Sans quoi, ça allait être une autre lacune pour nous, mais heureusement que la Guinée s'en sort bien avec ce cas qui est déclaré plus tôt. Merci à vous Lincoln, et comme annoncé, on me signale qu'on a un direct dans cette émission. Docteur Sori Kondé, il est chargé d'études au département surveillance épidémiologique et riposte de l'ANSS. Docteur Sori, bonsoir. Bonsoir madame. Tout d'abord, pour commencer, faites-nous le point de la situation. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Ces derniers temps, on remarque qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Hier, les chiffres que nous avons publiés font état de 108 nouvelles contaminations de Covid-19. Le samedi, on avait un total de 79. Donc, déjà, depuis quelques jours, on remarque cette tendance-là. C'est la raison pour laquelle le management a jugé utile de regrouper tous les acteurs intervenant dans la riposte à la Covid-19, tant du côté de l'État que des partenaires techniques et financiers pour discuter des actions urgentes à faire pour pouvoir contrôler rapidement cette situation afin que ça n'évolue pas. Docteur Kondé, est-ce qu'il y a aujourd'hui des cas du variant Omicron détectés sur notre territoire? Pour le moment, les séquençages que nous avons fait, les activités de séquençage dont les résultats nous sont parvenus n'indiquent pas la présence d'Omicron chez nous. Cependant, il faut prendre ça avec des pincettes. Oui. Voilà, c'est un échantillon, c'est un certain nombre d'échantillons analysés testés positifs qu'on séquence. Donc on fait les travaux de séquençage sur cela. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est représentatif de tout ce qui se passe dans le pays. C'est pourquoi hier il a été question lors de cette réunion que les acteurs qui travaillent dans le domaine du laboratoire essayent de voir quand même un peu plus en profondeur les échantillons testés positifs, analyser un peu plus beaucoup. On a parlé quand même aux différents labos qui sont au nombre de sites à Conakry qui sont capables de faire ce travail-là pour que l'on puisse avoir une idée claire de la circulation ou non de ce variant de Covid-19. Mais pour l'instant, les résultats à notre disposition n'indiquent pas la présence du variant Omicron. Voilà. Alors, il n'y a pas longtemps que certains CTP du pays ont été fermés et aujourd'hui, il y a quand même quelques-uns qui ont été maintenus. Quelle est la situation dans ces CTP? Est-ce qu'il y a encore des malades hospitalisés? Est-ce que parmi ces malades, il y a quand même certains qui sont les sous respirateurs, peut-être? Voilà. Dans les CTP, c'est vrai, il y a quelques temps, la fermeture ou l'ouverture des CTP tient compte de l'évolution épidémiologique. Donc, à cause de la baisse drastique du nombre d'États, on avait fermé certains CTP et réduit le nombre même de lits dans d'autres. Mais il faut noter que ces derniers temps, si nous prenons les données des 4 dernières semaines, je dirais que globalement la situation elle est préoccupante. Parce qu'en termes de notification, nous sommes passés de 29 cas confirmés à la semaine 48 à 632 cas confirmés cette semaine qui a fini le dimanche passé. C'est beaucoup. Donc le nombre de cas, il y a eu plus de 1000% d'augmentation du nombre de cas positifs. Ah, plus de 1000%, vous avez dit. Plus de 1000%. Plus de 1000%, oui. Vous voyez, de 29 cas à la semaine 48, on passe à 632. Voilà, et quand on regarde dans le centre de prise en charge, le taux d'occupation globale des lits dans le pays a augmenté de 2,5%. Mais nous remarquons quand même la particularité à Conakry où il y a la majorité des cas confirmés, que le taux d'occupation des lits a augmenté de 22% de plus. Donc, il était question hier donc, que la commission prise en charge analyse et fasse des propositions au management quant à la possibilité d'augmenter le nombre de places pour la réception de nouveaux malades et surtout voir la possibilité de réactiver d'autres centres qui étaient déjà fermés. Docteur, selon nos informations, la commune de Ratoma serait la plus touchée et peut-être la commune de Matoto. Qu'est-ce qui explique justement cet état de fait?
Bon, pour l'instant, nous n'avons pas toutes les informations d'investigation, parce qu'il y a nos équipes qui investiguent autour des cas confirmés pour nous remonter toutes les informations nous permettant de mieux comprendre. Mais ce qu'il faut noter déjà, quand on prend la commune de Ratoma, nous avons des sites résidentiels, beaucoup de localités résidentielles à ce niveau-là, où déjà il y a des cas confirmés, mais de par le passé, nous avons certains quartiers de Ratoma quand même qui se sont distingués quant à la notification des cas de Covid-19. Cela pourrait avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'explications. Peut-être aussi c'est là où les gens se font tester le plus. Nous avons des sites de prélèvement. Oui, c'est peut-être ça aussi. Au CMC de Ratoma, au CMC Les Flamboyants. Voilà, donc ils dépistent aussi, sans compter les autres gares routières comme la gare routière de Bambeto. Mais on attend les résultats des investigations pour mieux comprendre pourquoi Ratoma a toujours beaucoup plus de cas. Mais je vais vous dire que les cas bruts n'indiquent pas trop la situation, il faut l'incidence. C'est-à-dire rapporter le nombre de cas confirmés à la population de la zone pour voir sur X, par exemple, si nous prenons 100 personnes testées à Matoto, à Ratoma, à Dixine ou ailleurs, combien reviennent positifs. Donc, en rapportant le nombre de cas à la population de cette localité, ça peut nous donner une meilleure lecture. Et je vais vous dire un moment, on parlait de Ratoma en disant que Ratoma avait beaucoup plus de cas. Mais lorsqu'on a rapporté le nombre de cas aux populations de chacune des communes, on a vu que Kaloum était plus affecté que Ratoma. Ensuite venait Dixine. C'est-à-dire qu'il y avait moins de cas en termes de nombre compté, de cas comptés, mais en termes d'incidence, on avait une incidence plus élevée à Kaloum, une incidence plus élevée à Dixine, et Ratoma venait en 3e position. À la suite de l'investigation, on ferait ces exercices pour voir est-ce qu'en termes, à part les cas, le nombre de cas, est-ce qu'en termes d'incidence, Ratoma est toujours la zone la plus affectée. D'accord. Docteur, un pan de la question de Mariam Nabé était, est-ce qu'il y a aujourd'hui des malades sous assistance respiratoire? Oui, malheureusement, il y a des malades. Toujours, il y a eu des malades sous assistance respiratoire, mais nous avons assisté à une diminution considérable du nombre de cas. Si je prends par exemple le 20, le 20 décembre, on avait 3 personnes qui étaient en réanimation. Et malheureusement, ce chiffre a grimpé. À la date d'hier, on était à 8. Donc nous voyons déjà. Ça veut dire que ça grimpe là aussi. Ça a plus que doublé. Le nombre de malades en réanimation a plus que doublé. Donc d'où l'importance aujourd'hui que chacun essaye de son côté de faire son possible pour sensibiliser autour de lui pour le dépistage, pour la vaccination, pour le respect des mesures barrières. Parce qu'aujourd'hui, personne ne respecte les mesures barrières dans les services, dans la rue, partout, dans les restaurants, dans les lieux publics. Hôtels. Personne ne porte le masque, on pense que c'est fini. Même à la NSS, même chez vous là-bas, tout est foulé au sol. Ah bon? Oui, docteur, dites-nous la vérité, on sait. On vient vous voir, même là-bas, vous avez complètement abandonné. Ah non, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Ah mais docteur, j'ai les preuves, je vais vous envoyer les photos. Ben, je vais vous dire que nous-mêmes, on a peur. Pourquoi? Parce que ils vont reprendre les choses en main, Lincoln. Il y a un site ici, un site de dépistage au sein de l'ANSS. Hier, on a eu 5 personnes qui ont été testées positives. Aujourd'hui, au sein de l'agence. À 14. Oui, au site même de prélèvement de l'agence. Aujourd'hui, on a eu 14 nouveaux cas confirmés. Donc, j'ai appelé la logistique pour que les hygiénistes viennent faire la pulvérisation de tous les bureaux. Parce que nous recevons les gens tous les jours qui viennent pour leur passe sanitaire électronique. Il y en a qui viennent pour d'autres problèmes. Il y a un site de vaccination également qui est fréquenté. On ne connaît pas le statut de chacun. Donc, d'où l'importance que nous-mêmes, nous commençons à nous préparer à prêter attention à tout ce qui se passe. C'est pourquoi chaque fois, on regarde ceux qui sont dans les lignes d'attente de la vaccination ou du dépistage pour que chacun puisse se protéger. D'accord. Sinon, voilà. Alors, on a l'impression qu'actuellement, les gens ne se vaccinent pas trop et on peut imputer cela, par exemple, à la grève des agents vaccinateurs. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des statistiques? Et pourquoi pas le silence, le manque de communication des responsables de la NSS? Lincoln, ils sont en train d'y remédier. Voilà. On va pas... Oui, mais tu ne vas pas faire mettons tout ça comme des causes. Tu n'es pas l'avocat du diable. Là, il est en train de répondre c'est pas le diable. L'avocat de la NSS. Non, je n'ai pas dit que Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes vaccinées aujourd'hui et la disponibilité des vaccins? Oui, Lincoln, je pense que nous vivons tous ici, nous savons comment les choses ont évolué.
Voilà, nous savons comment les choses ont évolué. Oui. Je ne vais pas rentrer dans l'historique de la situation. Rassurez-vous, c'était un pic. Allez-y. Juste un pic pour réchauffer nos amis. Vous savez, on a lancé le plan d'accélération de la vaccination il n'y a pas longtemps. Oui, la semaine dernière. Et le chef de l'État lui-même, il était allé à Foya pour le lancement et il a donné l'exemple. Mais je vais vous dire le 14 décembre, avant même ça, le 14 décembre, vous savez ce qu'on avait? Non. On avait dans tout le pays 1106 doses de vaccins administrées dans tout le pays. Donc ça veut dire que le nombre pour la seule journée du 14 ou... La seule journée du 14, D'accord. on avait la journée du 14 décembre, on avait que 1106 personnes ayant été vaccinées ce jour, que ce soit la première dose, la deuxième ou Les deux confondus. Oui. Vous voyez, mais quand on regarde à la date du 25, c'est-à-dire les dernières données qui nous sont parvenues, dans la seule journée du 25 décembre, on était à 41 785 doses administrées. Donc nous voyons déjà l'écart. Il y a une évolution. Ça veut dire que si les moyens sont mis à la Ça veut dire qu'il y a un impact de cette campagne accélérée sur le terrain. Oui, bien sûr. On s'était proposé d'administrer au minimum 30 000 doses de vaccins par jour et nous sommes autour de 41 000 à la date du 25. Donc, ça nous permet quand même de rehausser la couverture vaccinale en un laps de temps. Voilà, docteur Condé, une question très importante là, et je sais que ça va être une question de ring. Malgré cela, s'il vous plaît. Oui. Ceci étant dit, nous sommes loin de la couverture vaccinale qui vraiment nous permettra d'avoir une immunité collective. Ça veut dire qu'on doit continuer à redoubler d'efforts. Vous devriez continuer à nous aider à sensibiliser les populations pour continuer à se faire vacciner et surtout à avoir une vaccination complète. Pas seulement prendre une dose et abandonner. Voilà. Maître, excusez-moi. Vas-y. Docteur Condé, une question de ring. Nous apprenons pratiquement que du côté de Bessia, les malades n'arrivent pas à s'alimenter puisque vos comptes sont gelés et que des gens censés servir à manger, les prestataires n'ont pas été payés. Est-ce que vos comptes sont gelés? Est-ce que vous savez que ces malades souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas quand même à leur petite dose? Que du virus. Ils sont plus affamés que malades. Bon, là, je vais te dire que je n'ai pas cette information. Parce que le ministre de la Santé, son excellence, quand il était venu ici pour l'installation de notre nouveau directeur, il avait annoncé officiellement que les fonds étaient disponibles. Et vous vous rendrez compte que si la vaccination a repris et nous avons ce résultat, c'est que il y a même une bonne partie des arriérés, des agents vaccinateurs de dépistage qui ont été payés. Et même de ceux qui sont dans les centres de prise en charge. Donc je me demande bien si vraiment les frais de restauration des malades n'avaient pas été débloqués. Parce que pour moi, c'est l'une des priorités. Les malades alités, les gens qui s'occupent de ces malades-là, leur alimentation, c'est l'une des priorités. Donc je me demande si ceux qui font la vaccination, ceux qui sont dans les sites de prélèvement, ont bénéficié d'une partie de leurs arriérés. Je ne pense pas que c'est pour les malades hospitalisés qu'on va être incapable de donner à manger. Docteur, nous avons entendu parler de... L'information n'est pas la bonne, mais personnellement, je n'ai pas cette information. Peut-être que les amis qui sont dans ces centres-là seraient mieux placés pour répondre. Mais à ma connaissance, non. Une dame nous a confirmé ça ici. Docteur, elle n'est pas payée. Le temps est... je n'ai pas cette information en toute sincérité. D'accord. Merci à vous, docteur Sori Condé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé d'études au département surveillance épidémiologique et riposte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et vous, chers auditeurs, restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes après les infos. Merci de votre fidélité à FIM FM et à cette émission Talk Politique. Nous avons rendez-vous tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 16h30 jusqu'aux portes de 18h. On continue cette émission et on va prendre quelques messages des auditeurs avant de continuer le cours normal. Donc de cette émission, on commence par Alpha Amadou Diallo qui dit « Bonjour, la Covid-19 est une réalité. La Guinée n'est pas dotée d'un système sanitaire performant pour soigner des malades. Il faut sensibiliser la population au respect des gestes barrières. Je prie pour ma Guinée natale. » Merci à vous Alpha Amadou Diallo. Un autre, il s'agit de Alassane Diallo qui dit « Salut les talkers.
peur. Cette affaire de Covid-19, ça me fait vraiment peur pour la population. Il faut de vraies sensibilisations auprès de la population. Je pense aussi que la vaccination devrait être obligatoire pour limiter les dégâts. Que le bon Dieu nous protège. Merci à vous, Amen. Et Ataoulaï Mo Bantingel qui dit bonsoir, Dia Djamila et à toute l'équipe des Talkers. Nous constatons l'augmentation du taux des cas de Covid-19. C'est très inquiétant. Nous invitons les citoyens à respecter les mesures barrières et drastiques édictées par les spécialistes de la santé et l'OMS. Par ailleurs, nous leur conseillons de partir se faire vacciner. C'est l'unique solution pour minimiser sa propagation. C'est Ataoulaï Mobantingé de la structure Génération CDD, cellule d'Alain Diallo, je crois. Et Bolokada Tourama, un fidèle auditeur de cette émission qui dit bonsoir, mes chers frères et sœurs talkers politiques. Bolokada Tourama est très fier de vous, franchement, mais je demande à toute la population guinéenne d'aller se faire vacciner contre la Covid-19. J'ai pris ma 3e dose aujourd'hui et je demande aux autres compatriotes de faire comme moi. Ah ben là, il faut faire beaucoup de sensibilisation s'il faut ramener le couvre-feu dans un bref délai. Je vois Nabé qui n'est pas d'accord, c'est une noctambule, je le disais ce matin à midi. Elle n'est pas d'accord. Tout est nécessaire pour la sécurité de la population. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Il faut penser à leur intérêt également. Faut pas tout fermer. On revient à vous tout de suite. Il dit je remercie de passage Dr Sakoupa Keïta pour son effort fourni dans cette lutte contre la pandémie. Merci à vous, Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du RPG Arc-en-Ciel. Et Tierno Bali qui dit bonsoir Yamila, les autorités en place sont en train de charmer la population et oublier que la Covid-19 est toujours là. Dommage. Non mais en fait je ne suis pas d'accord, même si c'est votre opinion. Ils sont en train de rectifier les choses. Il y a même une campagne, on le disait tout de suite, de vaccination accélérée qui avait été lancée la semaine dernière. On a vu le président de la transition se faire vacciner en personne. Merci en tout cas, c'était votre avis. Merci de nous suivre partout dans le monde. Nous partons pour le deuxième sujet, je le disais en début de cette émission. Jamy, on n'est pas d'accord avec Bolokada Touraman. C'est ça, il faut avant de continuer. Mais qu'il pense aux Guinéens aussi qui travaillent la nuit. Est-ce que le coronavirus ne fonctionne que la nuit? Il y a peu de Guinéens qui travaillent la nuit. Non, si, vous ne connaissez pas. Comparé à ceux qui travaillent pendant la journée. Il y a l'économie nocturne qui tourne. Mais arrêtez. Non, mais en fait, vous deux, pensez aussi à la minorité. vous êtes égoïste. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Arrête ce genre de Pensez jugement. à ceux-là qui travaillent la nuit, ils sont aussi des Guinéens. Non, mais quand même. Oui, mais si ça peut contribuer à freiner, si ça peut continuer à freiner la maladie, on peut le faire, il n'y a aucun souci. Pour un travailleur, il y a une possibilité d'avoir une autorisation pour aller travailler, par exemple. On vous a dit que le Maintenant, virus est nocturne. ceux qui sont venus pour faire les loisirs, pour les fêtards, je pense que c'est ceux-là surtout qu'il faut. Si on bloque le travail la nuit, la journée aussi, il faut bloquer. Moi, je pense. Voilà. Et le pays va s'arrêter, c'est ça. C'est ça que vous voulez? Non, mais moi, je pense quand même qu'il faut mettre la pression sur la population de se faire vacciner. Vous savez, par exemple, dans les autres pays, les respecter les mesures barrières. Dans les autres pays, quand vous venez, par exemple, à des festivals, à des soirées, à des loisirs, vous venez, vous dites, si vous êtes vacciné, on vérifie via une tablette. Et si même, vous êtes vacciné, dans ces pays dont tu parles, Nabé, les choses sont en train de changer. Ils sont en train de fermer beaucoup de choses. Effectivement, mais si on procède ainsi à ça, vous vous souvenez quand on a mis la pression sur les gens en disant oui, on a accès par exemple, on a accès au ministère, au département par exemple, que celui ou celle qui est vacciné. Donc je pense que ça c'est une bonne pression de se faire vacciner. Les lieux publics. Il y aura toujours des gens qui vont refuser. Mais si ils en ont le droit. Pour le moment, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, la vaccination n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Il faut avoir une grande couverture. Oui, on est d'accord, il faut avoir l'immunité collective, parce que c'est ce qui peut sauver. Ne soyez pas contre les travailleurs de nuit. Mais chaque citoyen a la possibilité et a le droit de se faire vacciner ou pas. C'est un choix. Non, on le sait. Puisque les travailleurs nocturnes là ont trop souffert, laissez-les en paix, trouvez des méthodes pour l'égalité de chance entre tous les Guinéens. Quand même. Merci à tous les trois. Et je le disais, le gouvernement guinéen envisage donc de recruter 8000 fonctionnaires contractuels pour combler le vide laissé par ceux partis à la retraite. C'est un recrutement, on le dit, exceptionnel, Lincoln. Il concerne l'enseignement préuniversitaire, notamment le secondaire et le collège et le primaire, notamment. Une bonne chose à la fin. Oui,
une très belle initiative, mais on va demander à ce que le nouveau ministre de la fonction publique soit quand même très méthodique, puisque nous sommes en Guinée, je le dis à chaque fois, hein, le Guinéen, il va même tenter de corrompre mieux à l'au-delà. C'est un plan d'urgence. Oui, c'est un plan d'urgence, bien sûr, mais attention aux fossoyeurs. Cette mesure est très importante. Mais d'ailleurs, il y a aujourd'hui beaucoup qui sont allés à la fonction publique au compte de l'éducation, qui sont à la maison, qui ne font rien, qui sont payés à la fin du mois, ils doivent revenir à les classes, prendre la clé pour enseigner. Qui n'ont aucune notion de l'enseignement. Ils sont très très nombreux. Oui, mais ceux-là, soit ils enseignent, soit vous les exfiltrez de la fonction publique. Oui, mais à la fin, Lincoln, j'ai envie de vous poser cette question. Je la pose d'ailleurs. À quoi sert finalement l'ISEG? Parce que normalement, les enseignants, ils sortent de là. Et chaque année, l'ISEG déverse des enseignants sur le marché. Mais ils vont où? Mais pendant ces 11 dernières années, vous savez ce qui a caractérisé l'entrée à la fonction publique, c'était pour les militants. C'était pour les militants. C'est la RPG, copine, dites la vérité. Le petit frère de la copine, du cousin, de l'oncle, du grand frère, qui entre à la fonction publique par le biais de l'éducation, mais qui finalement n'est pas enseignant, ne connaît rien. On a même eu des enfants de 9 ans ici qui ont eu leur concours d'accès à la fonction publique. Ça, vous savez. Lincoln, donc, je me fais d'ailleurs le devoir de lire ce communiqué du ministère de la fonction publique qui vient d'être publié il y a à peine 39 minutes. Et on dit, le ministre du Travail et de la fonction publique constate avec regret le comportement de certains citoyens vendant l'illusion de disposer de matricules pouvant engager des personnes à la fonction publique. Le ministre rappelle à tous que, conformément à son communiqué diffusé récemment, la seule intégration programmée dans les effectifs de la fonction publique est prévue par voie de concours au courant du premier trimestre 2022. La date retenue à cet effet fera l'objet d'un communiqué. Gami, je vous ai dit que même à l'au-delà, le Guinéen va tenter de corrompre l'ange Gabriel ou Dieu. Ça, c'est clair, c'est dans notre nature. Alors aujourd'hui, cette mesure est tellement bonne mais il faut mettre la méthode. Et j'ai compris dans le communiqué que la méthode sera dedans. Puisqu'on passe par les syndicats. C'est très important. Ouais. Vous savez que le dernier recensement qui a posé assez d'encre et de salive entre le département et les syndicats était juste autour de ça. Il y a tellement de fictifs que le département protégeait. Et les syndicats voulaient coûte que coûte quand même exfiltrer de l'effectif c'est fictif. Mais très malheureusement, les gens ont été protégés. Bano n'a pas eu les coups de franche. Finalement, lui-même, il s'est jeté en pâture et ça n'a pas marché. Donc, avec les syndicats... Ça, en fait, ça ne concerne pas que le ministère de l'Éducation nationale. C'est pratiquement tous les ministères. On parle d'un c'est un problème sectoriel. Il faut se rabattre sur les syndicats qui ont aujourd'hui, en tout cas, leurs représentants partout. Des représentants partout et qui pourront quand même contribuer à un recrutement de qualité concernant ces contractuels. Une fois de plus encore, demandons au ministre de la fonction publique, on sait qu'il est très rigoureux, mais qu'il ajoute encore plus de sel et de piment dans... Vous l'avez vu à l'œuvre pour dire qu'il est rigoureux? Et je sais que ce monsieur est rigoureux. Je sais de quoi je vous parle. Je sais. Et je suis sûr qu'il peut le faire. Mariam avait un mot là-dessus avant de passer à Alpha. Oui, il y a beaucoup d'écoles, surtout publiques, qui manquent d'enseignants. Pas plus tard qu'hier, on lisait sur nos antennes ici. À Kakoubia, par exemple, il y manque vraiment d'enseignants. Les écoles publiques manquent d'enseignants, mais il y a certaines écoles privées également. Mais franchement, la généralité dans les écoles non, mais en fait, publiques. il y a des privés également. Il y a des enseignants. Là, c'est un autre débat. Problème. C'est un autre problème en fait. Il y a des écoles privées aujourd'hui qui ont des enseignants mais qui laissent à désirer. Ces écoles privées, parfois c'est n'importe quoi. Comme il y a une direction nationale de l'enseignement privé, peut-être qu'ils vont s'en occuper. Vous ne pouvez pas imaginer ces gens qui ne sont même pas arrivés en 7e ou 8e année à enseigner des enfants de la première ou mais deuxième on avait année. supprimé la direction de l'enseignement privé au niveau de l'éducation. C'est un problème entier. Ça doit revenir. Parce que ces écoles pratiquement ont une sorte de blanc-seing pour faire ce qu'elles veulent. C'est juste des lieux commerciaux. Nabé, donc un gros laisser-aller dans ce secteur. Oui, un gros laisser-aller, mais je pense que l'heure est à la décantation et je pense qu'avec ces centrales syndicales, je pense que le recrutement sera bon parce que déjà, ils ont leurs représentants un peu partout dans le pays. Et je pense que ça, c'est un facteur qui va amener les choses de l'avant.
Alpha, tu rejoins aussi, je dis, Lincoln et oui, c'est une bonne initiative de recruter, de façon temporaire en tout cas. Oui, de recruter au moins 8000 enseignants contractuels. Vous savez, nos écoles quand même, c'est devenu un véritable problème, c'est un casse-tête chinois. Il suffit de faire un tour à l'intérieur du pays pour voir un peu combien de fois il y a un manque d'enseignants. Moi, je connais... Il y a des localités qui n'ont même pas d'école. Il y en a pas, il y en a pas. Il y en a seulement qu'il n'y en a pas. Mais il y a aussi ces localités qui ont des écoles publiques, qui ont des écoles primaires, qui ont des collèges, qui ont des lycées, mais qui manquent cruellement d'enseignants. Si je prends par exemple certaines sous-préfectures de Mamou, que je connais bien d'ailleurs, parce que tu peux trouver un collège où il y a pratiquement 4-5 enseignants titulaires pour tout un collège. 5 enseignants titulaires pour tout un collège. Tout le reste, pratiquement, ceux qui sont là, c'est des contractuels communautaires, c'est les parents d'élèves qui prennent leurs maigres ressources pour justement pouvoir entretenir ces gens-là. Non, c'est un problème. Tu peux voir dans une école primaire ou des petites écoles où il y a 3 salles de classe, c'est une seule enseignante qui est là ou un seul enseignant qui est là, qui gère ces classes multigrades. C'est un sérieux problème. Beaucoup d'enseignants, disons, sont concentrés dans les grandes villes, dans les centres urbains, ici à Conakry notamment, et même s'ils sont mutés, ils ne vont pas. Il y a des arrangements qu'ils font avec les DPE et pour justement pouvoir, même si c'est faire une ponction sur les salaires, et puis ils restent là, ils sont là. Il y en a qui vont à l'intérieur, ils font peut-être 1 année ou 2 ans et après ils passent par des moyens, on sait comment ça se passe. Pour changer carrément de département, pour aller dans d'autres départements. Tout le monde se concentre à Conakry. Oui, effectivement. Non, je pense que c'est très intéressant non seulement d'encourager les gens à aller vers la profession d'enseignant parce que ce n'est pas encourageant. Et les gens, ils vivent, c'est la galère. Les gens, ils tirent le diable par la queue, il faut le dire. Donc, il faut vraiment... Le diable a disparu. Comment on peut avoir... Donc, le diable n'a même plus de queue. D'accord. Il n'y a pas de souci, on se comprend l'école. Donc, toujours est-il que moi, je pense que vraiment, c'est une initiative à saluer et qu'il faut concrétiser. Donc il faut y aller véritablement et permettre à ce que toutes les écoles à l'intérieur du pays puissent avoir des enseignants et regarder un peu les statistiques des examens nationaux. Ça laisse à désirer. À chaque année qui passe, et les statistiques ne font que tomber. BEPC, entrée en 7e et puis le baccalauréat. Et surtout se mettre en rapport avec l'ISEG qui oui, justement, l'ISEG, à un moment donné, dès que tu sortais de l'ISEG, tu étais automatiquement engagé à la fonction publique. Voilà. Malheureusement, et les écoles normales d'instituteurs, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et voilà, il y a des gens qui se faufilent maintenant pour se retrouver dans l'enseignement. On a vu ces dernières années des communicants de certains partis politiques qui ont magouillé, qui sont aujourd'hui dans l'éducation, qui se disent enseignants, mais qui en réalité ne peuvent même pas former une phrase complète. En fait, même si vous pouvez formuler une phrase complète, mais ça le fait la pédagogie aussi. On peut être un grand intellectuel, mais la pédagogie, il faut avoir la pédagogie. Il faut passer par ces écoles et d'autres formations. Vous pourriez bien. Je ne le pourrais pas. Je ne le pourrais pas. Ça s'apprend. On vous encourage à aller enseigner pour ça. Ce petit mot, avant juste de passer, il y a eu, c'est vrai, l'ancien régime avec tout ce qu'on a connu, il y a eu des mesures incitatives. Aujourd'hui, plus vous êtes éloigné de Conakry, plus vous avez l'argent. Je connais Lincoln qui reconnaît un bienfait du régime. Non, vous savez, tout n'a pas été mauvais. C'est vrai, il y a eu du gâchis. C'est une fois tous les 6 mois. Oui, mais bien sûr. De toute façon, les gens reprennent ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il y a eu des gâchis, mais il y a des actes posés. C'est pourquoi on a même voulu. Moi, je rejoins un peu le SLEG qui voudrait que ces avantages soient incorporés dans le salaire. Non pas des prix. Il y a aujourd'hui des localités où vous pouvez avoir 1 million de francs guinéens comme prime d'éloignement. C'est encourageant. Il faut encore pomper. Et voilà, qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? C'est la grosse question. Tout le monde aime l'argent. Merci en tout cas pour ces belles analyses. Et au même moment, des travailleurs contractuels de la Société des eaux de Guinée ont tenu ce matin un sit-in devant le siège du ministère de l'Énergie. Ces travailleurs en grève depuis bientôt 4 mois ont décidé donc de passer à la vitesse supérieure. Ils disent qu'ils n'ont pas perçu leur prime qui est, tenez-vous bien, de 440 000 francs guinéens. Depuis le début de cette grève, certains travailleurs ont passé plus de 20 ans dans cette entreprise sans jamais être embauchés. On aura tout de suite au téléphone le porte-parole des grévistes. Il s'agit de Idrissa Kaba. Lincoln, avant d'avoir Monsieur Kaba au bout du fil, la SEG, parfois c'est... Moi en fait... C'est toutes les fois que j'entends parler de la SEG ici à la radio que je me rappelle que cette société, elle existe encore. Oui, elle existe, même si dans beaucoup de quartiers de Conakry, l'eau ne coule pas au robinet. Il y a des quartiers qui, depuis 2008, il n'y a pas d'eau. À chaque fois, on change les réformes, ainsi de suite. Il y a des services aujourd'hui dans ce pays qu'il faut pourquoi pas supprimer. Ou peut-être privatiser. Mais c'est pour cela. C'est avec toutes les subventions, les aides. Mais on a comme l'impression que
En Guinée, c'est le poisson qui manque d'eau. On nous appelle château de l'Afrique occidentale. Le poisson, l'expression c'est le poisson qui manque. Qui manque d'eau, oui, mais on est un château d'eau. Mais il y a des quartiers à Conakry, des femmes se allez à Dar es Salaam avec des bidons. Allez à Dar es Salaam. Heureusement qu'il y a beaucoup de forages. Mais c'est le cas dans mon quartier. Depuis qu'on n'a pas d'eau. Dans le futur, auront des conséquences tectoniques. Ça, vous savez très bien. Donc, vous parlez de ces travailleurs, 440 000. C'est le SMIC. Ça, c'est le SMIC. Mais attendez. Non, mais c'est pas une injure, c'est le SMIC. C'est le SMIC. C'est le SMIC. C'est une loi qui a été votée. Oui, mais c'est ce SMIC d'ailleurs. Il faut changer. Il faut revoir ça complètement à la baisse. Le SMIC aujourd'hui devrait être estimé à plus d'1 million de francs guinéens. Écoutez, il n'y a même pas 1 million de fonctionnaires en Guinée, même pas 500 000 fonctionnaires dans ce pays. Mais cette grande richesse du pays, à quoi ça va où dans les poches de qui? Imaginez, il y a des boîtes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, où des stagiaires ont passé 20 ans. Mais il y a aussi des stagiaires qui s'estiment heureux à ces postes. Et qui se plaisent dans ça. Ils sont dans les magouilles. C'est comme des plantons qui ont aujourd'hui des châteaux dans ce pays. Je te garantis qu'il y a des stagiaires qui gagnent plus que toi à la fin du mois. Mais bien sûr. Oui. Comment vous voulez que les magouilles s'arrêtent si les travailleurs ne sont pas pris en charge conséquemment? Lincoln, tu vas poser la question tout de suite à monsieur Idrissa Kaba. Il est porte-parole des grévistes. Monsieur Kaba, bonsoir. Oui, bonsoir. Lincoln, la première question. Alors, M. Kaba, on veut comprendre pourquoi depuis tout ce temps, vos maigres primes ne sont pas payées et comment comprendre que des gens passent 20 ans dans une boîte comme stagiaire et finalement, ils s'y plaisent. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler d'abord que nous ne sommes pas des stagiaires, nous sommes des travailleurs de la SEC. On a travaillé presque, le minimum a fait 5 ans. Tous les autres, c'est 20 ans, 25 ans. Mais maintenant, on a commencé à travailler. À chaque fois qu'on rappelle les rachis, ils me disent, ah bon, on va organiser des tests. Si on organise des tests, c'est les parents qui passent et autres là. Vous allez rester. Ils peuvent même envoyer des gens que vous allez former. Ces gens-là viennent encore vous les former et puis ces gens-là, on vous laisse. Vous voyez? Avec le maigre salaire de 440 000 francs, on vivait dans ça. Et maintenant, lorsque l'avènement de CNRD là est venu, parce qu'on a su que tout le monde peut défendre quand même son droit, on est venu maintenant vers eux à ce qu'ils résolvent notre affaire là, pour que nous aussi nous ayons pris en charge. Mais on a passé presque 3 mois, 4e mois qui vient comme ça là, jusqu'à présent, la situation n'est pas réglée. Le compte n'est pas gelé? Le compte est gelé, ça fait 3 mois, on n'a rien. Donc même les 440 000 là, vous ne le recevez plus, c'est ça? Même les 440, on ne gagne pas. Et puis, on ne donne pas. Partout où nous passons, on ne fait que bloquer là où nous allons pour ne pas que notre grève la réussisse. Alors, dites clairement qui est en train de vous bloquer. C'est le DG Djoudé ou quoi? Bon, il y a le DG, il y a Madame Soumaou, si c'est Soumaou, celle qui est, comment on appelle, ressources humaines? C'est lui qui est la directrice régionale nord là. Et elle aussi, elle fait partie. Il y a d'autres, il y a M. Kamara aussi. M. Kamara de la direction générale, lui aussi, fait partie. On a même emprisonné l'un de nos membres qui a été emprisonné pendant jusqu'à 3-4 jours comme ça. On l'a emprisonné à cause de la moto. C'était quoi? Elle avait été volée ou quoi? Non. Vous savez, nous travaillons avec ces motos, on nous donne des motos pour pouvoir bien travailler, pour faire des résultats. Mais maintenant, on a commencé la grève, on nous a dit de déposer les motos. On a dit non, on n'a pas dit qu'on ne travaille pas, on a dit de régler notre situation. Si vous réglez notre situation, nous pouvons commencer à travailler demain, mais vous ne pouvez pas demander à ce qu'on dépose aujourd'hui la moto parce qu'on a grévé, c'est pas possible. Mais normalement, si vous êtes en grève, si vous ne travaillez pas, la moto elle appartient à l'entreprise quand même. Mais attendez, la moto appartient à l'entreprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que si l'entreprise nous envoie la lettre, en disant que
nous voulons notre moto, on peut remettre à la société. Mais si on passe à une coopérative qui nous a pas recrutés, on dit que c'est la coopérative là, nous on doit demander à cette coopérative. Nous savons que c'est une coopérative qui n'existe même pas. On ne peut pas donner. La SEG nous donne la moto, la coopérative nous demande de déposer la moto. Vous voyez ce que cela veut dire? On a dit qu'on ne donne pas à la coopérative, on donne à la SEG. Vous parlez de quelle coopérative là, monsieur Kaba? Il y a une coopérative qui est à la SEG qu'on appelle CPCA. Bon, c'est de la sous-traitance? C'est la sous-traitance, mais ça n'existe pas. Seulement c'est le nom qui est là-bas. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien. Dans ces 2 mois-là... Vous voulez dire que c'est une entreprise fictive? C'est une coopérative fictive. Ça n'existe même pas. Parce que c'est une coopérative qui n'a pas de bureau, qui n'a pas de personnel, qui n'a rien. Est-ce que c'est une coopérative? Ce n'est pas une coopérative. Alors, Monsieur Kaba, rapidement, vous avez tenu un sit-in ce matin devant le siège du ministère de l'Énergie. Est-ce que vous avez pu rencontrer des responsables de ce département? Oui, on a rencontré des responsables. Il y avait le conseiller principal du ministre et aussi il y avait le DRH et il y avait 3 cadres presque. Est-ce que vous ont fait des promesses? Ils ont promis de se pencher sur vos situations? On nous a fait des promesses. On nous a fait des promesses. On nous a dit de rentrer, que la situation sera réglée. On nous a dit aujourd'hui de rentrer, que la situation serait réglée, de ne pas rester dans la rue comme ça, là, en faisant ces cris ou quoi. Ils vont régler la situation. C'est ça qu'on nous a dit. C'est cela, on a été rassurés. C'est cela, on est rentré. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Et nous qui grevons, nous sommes au nombre de 81 personnes. Wow. Est-ce que déjà vous avez fait un mémorandum adressé au ministère de tutelle? Et on a fait ça presque à beaucoup de structures. Même notre ministère, ils ont chacun, notre ministère, l'inspection générale du travail, et il y a aussi même le secrétariat général de la présidence. On a envoyé presque la lettre partout. On n'a pas voulu faire ça, mais pourquoi vous ne l'aviez pas réactivé aujourd'hui, puisque vous avez tenu un sitting quand même devant votre ministère? Pourquoi vous ne l'avez pas réactivé? On n'a pas réalisé quoi? Monsieur Kaba, restez avec nous. On vous retrouve tout de suite après les informations. Restez avec nous. Il n'y a pas de problème. Merci. Ok. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel. 17h passées de 34 minutes. Merci de votre fidélité à FIM FM et à cette émission Talk Politique. Avant de continuer cette émission, on va prendre quelques-uns de vos messages. Et on commence par Ali Macron qui dit rebonsoir les talkers. Dire que le fichier de la fonction publique est truffé de cadres fictifs relève d'un doux euphémisme. Ce fichier est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Le ministre en charge de ce département doit faire une épuration sélective. Il doit prendre des mesures audacieuses pour nettoyer les écuries d'OGS. De ce côté, le Guinéen est trop habitué à la magouille. Nala. Merci à vous, Ali Macron. Et Macky Premier qui dit bonsoir. Le gouvernement annonce un recrutement. Pourquoi pas sortir les résultats du concours d'accès à la fonction publique via le ministère de l'Environnement? Un concours fait plus de 17 mois. C'est Macky Premier de Daré Salam, coordinateur de Sikora UFDG. Et à l'UFDG, franchement, il y a tellement de plateformes de communication en ce moment qu'on ne se retrouve même plus. Et Ahmed Bari qui dit salut les talkers politiques, je vous suis depuis Bruxelles. Merci à vous et nous vous souhaitons une excellente soirée à Bruxelles. Et Sami, le dernier message au compte de ses auditeurs, il dit Sami, bonsoir la radio 2.0. Vous de la presse, vous avez un pouvoir de l'image si puissant et que si vous vous impliquez dans la
la sensibilisation, nous pouvons vite freiner la propagation de ce virus qui prend une proportion dangereuse. Vivement votre implication. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci à vous, Sami Camara, un fidèle auditeur de FIM FM. Et restez avec nous tout de suite à Bâton Rompu. Merci d'être avec nous dans cette émission. Je le disais, nous recevons dans À Bâton Rompu de Talk Politique de ce mardi, monsieur Ismail Gassim Kalissa. Vous êtes fonctionnaire parlementaire. On va parler des problèmes qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale. Vous accusez des responsables de cette institution d'empêcher la mise en place d'un bureau syndical. Qui vous accusez et pourquoi à votre avis? Merci beaucoup. Je pense que les responsables de l'administration parlementaire n'ont aucun droit d'empêcher. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. N'ont aucun droit d'empêcher la mise en place d'une structure syndicale. Enfin, on va l'aider à réajuster. Non. Un peu plus haut, Alpha. Non. Plus haut. Voilà, Alpha n'arrive pas. Allez-y. Nous vous écoutons. Donc, monsieur je Regas. disais tantôt que les responsables de l'administration parlementaire ne pourront pas empêcher l'effectivité, s'il faut le dire, l'exercice d'un droit constitutionnel. La liberté syndicale est un droit constitutionnel et de ce point de vue, ils ne pourront pas. Nous allons user de tous les moyens légaux pour que l'effectivité de ce droit constitutionnel soit vraiment mise en exergue. Et donc, ceci dit, nous avons entamé la procédure de la mise en place de cette structure syndicale à travers une pétition où nous avons quand même requis la grande majorité de la fonction de l'administration parlementaire, c'est-à-dire du personnel, qui sont en phase avec le comité de pilotage qui a initié cela. Parce que dans une administration où vous avez plus de 500 fonctionnaires, il est inacceptable que dans ce milieu-là, qu'il n'y ait aucune structure qui aura la charge de porter la voix de nos collègues du point de vue syndical et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ceci dit, on a ouvert la procédure là et nous nous sommes affiliés à l'USTG et qui a adressé un courrier au secrétaire général de l'administration parlementaire pour lui faire comprendre que une bonne partie de ces travailleurs ont décidé de se faire syndiquer. Et donc, ceci dit, ils ont indiqué, c'était la date du 22 décembre passé, que la délégation syndicale viendra pour mettre en place le bureau de la section syndicale de l'USTG au sein de l'administration parlementaire. Et donc, d'échange de correspondance en correspondance, je pense que le secrétaire général, Dr Mohamed Berete, qui se trompe d'époque, qui est réfractaire à l'exercice de ce droit au sein de l'administration parlementaire, parce que tout simplement, que depuis le temps de bureau de Somparé et tant d'autres, qu'il n'y a jamais eu une structure syndicale au sein de l'Assemblée nationale. Mais il y en a eu quand même. Donc, ce sont ces arguments. Et donc, ceci dit, qu'il n'acceptera pas qu'il y ait une structure syndicale là-bas, que cela ne fait même pas de ses prérogatives. Donc, je pense que la loi ne l'indique même pas pour qu'une structure syndicale soit mise en place au sein de l'administration parlementaire, parce que c'est un droit, si je viens de dire tantôt, qui est constitutionnel. Il dit que vous avez un statut particulier et que les textes n'autorisent pas la mise en place et que si les travailleurs ont des revendications, vous les remontez à une structure, ainsi de suite. Mais pour lui, il n'est pas question vraiment de mettre cette structure. Et d'ailleurs, il dit que vous vous trompez. Lincoln, d'ailleurs, on va écouter Dr Mohamed Berete, qui est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. On va l'écouter et M. Kalissa, vous réagirez tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Jusqu'au moment où je vous parle, le règlement intérieur et le statut particulier du personnel administratif de l'Assemblée nationale ne prévoient nullement la possibilité de création d'une section syndicale à l'intérieur de l'institution parlementaire. Première explication. La deuxième explication, depuis 1995, il n'y a jamais eu au sein de l'Assemblée ici un syndicat. Je leur ai expliqué. Donc des dispositions particulières ont été consacrées dans ce document portant statut particulier du personnel. Article 27. Les travailleurs parlementaires peuvent faire valoir tous leurs droits par la voie hiérarchique à l'effet d'obtenir satisfaction sans adopter d'attitude susceptible de créer un trouble
ou d'entraver le bon fonctionnement de l'administration. On complète en disant tout agent de l'administration parlementaire qui s'estime lésé dans ses intérêts professionnels peut faire recours à la commission administrative dont la création est prévue par ce document ou à la juridiction compétente dans les conditions fixées par la loi. Force ne doit rester qu'à la loi. Ils se réfèrent à la charte de la transition pour dire qu'ils doivent installer leur syndicat. Ordonnance numéro 001 que le président Mamadi Doumbouya a prise porte prorogation de toutes les lois, tous les accords, toutes les conventions internationales en vigueur à la date du 5 septembre. C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Alors, monsieur Kalissa, rien à rajouter. Quel contre-argument? C'est quoi votre réaction après avoir écouté Dr Belete? Merci encore une fois. Je pense que ces arguments-là ne tiennent pas, dans la mesure où les documents dont il fait référence n'existe nulle part une mesure d'interdiction pour la mise en place d'une structure syndicale. En principe, en droit, s'il n'y a pas d'interdiction, ça veut dire que c'est permis. Ceci dit, une loi organique ne peut pas être contraire à l'esprit de la Constitution. Le statut particulier est un arrêté du président de l'Assemblée nationale. Ne peut pas non plus être en contradiction avec l'esprit de la Constitution. C'est pour cela, dans ce document, ils n'ont pas osé d'aller à l'affront en disant qu'il n'est pas autorisé qu'une structure syndicale soit installée. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit finalement. C'est ce qu'il vient de dire. Non. Vous dites qu'ils n'ont pas osé aller à l'affront parce que vous vouliez aller à l'affront. Parce qu'en interdisant dans le règlement intérieur ou dans le statut particulier de l'administration parlementaire, c'est d'aller à l'affront avec la Constitution, qui a un droit, qui est la norme suprême, qui consacre la liberté syndicale et son exercice. Donc, ceci dit, je pense que M. Belete est en train de se tromper de bord. Au-delà de tout ça, la Guinée a ratifié des conventions, notamment la convention numéro 087, qui consacre la liberté syndicale et son exercice. Donc, je ne vois pas de quoi il a peur. Et c'est un professeur de droit qui parle. Oui, naturellement. Mais un constitutionnaliste, c'est quoi? De droit qui parle par rapport à l'argumentaire qu'il développe ne tient pas à la route. Alors moi, j'ai une inquiétude. Oui. Je crois savoir que le syndicat, à un moment donné, a existé à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Il a été désintégré. Il dit c'est depuis 95. Non, pas 95. Pas 95. Non, il dit depuis 95, il n'y a pas un bureau syndical à l'Assemblée nationale. Non, il y en avait. Récemment. Non, je sais de quoi je parle. Vous ne me comprenez pas. Non, c'est ça qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais dans la réalité, il y a un bureau syndical récemment qui a existé, qui a été désintégré, je crois, lors de la 8e législature avec tous les problèmes. Il y a même des syndicalistes qui ont intégré certaines sections de l'Assemblée pour ne pas être syndicaliste. Vous confirmez? Il y a eu des mouvements au sein de l'administration parlementaire qui ont voulu aller dans le sens comme ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Peut-être que la démarche ils n'ont pas poussé comme ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes en train de suivre toute la procédure légale à la matière pour avoir cette structure syndicale, parce que nous sommes dans la légalité. Qu'est-ce qu'on cacherait à l'Assemblée? C'est la question qu'il faut. Oui, c'est ce qu'on vous pose. Maintenant, vous en tant que travailleur, vous êtes à l'intérieur. On a dit que nous ne sommes pas une structure qui viendra pour demander les audits ou pour demander une reddition des comptes. Ce qui nous intéresse, c'est votre bien-être. Les conditions de vie et de travail. Il faut quand même qu'on se batte pour avoir une structure qui portera, qui sera l'émanation de l'ensemble ou de la grande majorité du personnel parlementaire pour porter les préoccupations. C'est de ça il s'agit. On n'a pas besoin de ta position de secrétaire général. Cela ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas. Mais vous ne pouvez pas quand même, au regard de la loi, de nous interdire ou de nous empêcher d'avoir une structure syndicale. Vos préoccupations aujourd'hui, c'est quoi? Puisque vous parlez d'un syndicat. De nos conditions. Oui, en termes plus concrets, parce que récemment on avait entendu parler de revendications. Il y a des gens qui parlaient de primes, qui revendiquaient leur salaire et tout ça. C'est un débat de fond qui viendra. Ce qui concerne pour l'heure, c'est de faire en sorte pour que nous puissions avoir notre structure syndicale. Donc demain, nous aurons une assemblée générale à cet effet
pour l'élection du bureau. À demain même. Oui, mais il ne permet pas. Non, il ne peut pas. Ça, c'est du bluff. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des tensions puisque le patron du Parlement, le patron du Parlement refuse qu'on installe. Et il refuse. Il sait qu'il ne pourra pas. S'il se constitue, s'il pose des actes qui vont dans le sens de nous empêcher, c'est une rébellion contre l'article 35 de la Charte de la Constitution. La transition, c'est clair. Hein, parce que l'article 35 de la Charte de la transition est clair. Donc, le secrétaire général, je pense qu'il consacre la liberté et le droit syndical. Je pense que le secrétaire général, il sait pertinemment de quoi il s'agit. Il ne peut pas s'ajarder à aller à l'affront de l'article 35 de la Charte de la Constitution. Est-ce que vous êtes tous immatriculés, les travailleurs parlementaires? C'est des débats de fond que nous aurons. C'est pour cela que nous voulons avoir. Mais c'est l'occasion pour vous d'en parler sur notre plateau. Oui, parce que c'est comme ce qui le préoccupe pratiquement, c'est juste la formation du syndicat. Alors que nous, on a envie quand même de comprendre les problèmes de fond qui nous poussent à aller justement vers un syndicat. Il y a tellement de problèmes quand je parle tantôt de l'amélioration des conditions. Les problèmes majeurs. Les problèmes majeurs, notamment le salaire, le problème de primes, la prise en charge d'assurance maladie et tout ce qui s'ensuit, les accessoires liés à cela, ça n'existe pas. Alors ça, ce sont des préoccupations qui intéressent le personnel parlementaire que nous sommes. Le rôle du syndicat, c'est de porter ce message-là de façon élégante pour que ceux qui seront les décideurs de demain puissent comprendre réellement ce qui se passe au sein de l'administration parlementaire. Est-ce que la commission administrative dont il fait allusion existe parce qu'il dit que c'est là où le problème des travailleurs devrait être remonté et porté du moins afin d'être remonté. Est-ce que ça existe? Cette commission n'existe pas, n'a jamais existé d'ailleurs. Lui-même, il a dit, Dr Mohamed Berete lui-même, qu'elle va être bientôt créée. Qu'elle va être mise en place. Ça ne nous intéresse pas. Il peut mettre cette commission-là en place. Et au-delà de Dr Berete, quel autre cadre de l'Assemblée nationale vous avez rencontré? Est-ce que tout le monde s'y oppose? Non, tout le monde ne s'y oppose pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont des responsables qui sont vraiment en phase avec nous. Dans la mesure où ils savent que nous sommes dans la légalité. Donc je ne sais pas. Le problème, même moi, c'est ce que je me pose. La réunion d'aujourd'hui de notre commission de pilotage, c'était mais de quoi il a peur de quoi? C'est la question que je voulais vous poser. Alors, le mot syndicalisme, il fait peur. On ne comprend pas. Oui, mais... Non, pour quelqu'un qui veut s'inscrire dans la légalité, ça ne devrait pas faire peur. C'est pas tout le monde qui voit de cet œil-là. Oui, mais de toutes les façons, nous ne sommes pas une structure qui viendra déclencher une audite ou bien de demander la réduction des comptes. Mais vous pourrez venir appeler à une grève, par exemple. Vous pouvez demander des débrayages, des grèves. Et ça pourrait le pénaliser. C'est qu'il y a un droit, bien évidemment. Le débrayage, c'est un droit. Ce que je sais, il y aura le débat de fond par rapport à tout ce qui concerne l'administration parlementaire, nos conditions de vie, les accessoires liés à nos salaires et tout ce qui s'ensuit. Nous poserons un débat de fond par rapport à cela. Parce que c'est un fonds public, nous sommes des agents de l'État, nous avons nos arrêtés, personne ne peut nous dissuader par rapport à cette question de fonds. Nous les poserons. Et pourquoi c'est maintenant? C'était dans le tuyau, dans le temps, ça ne pouvait pas quand même être résolu. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de président de Damaro, par exemple, qui était là. Vous savez, l'Assemblée, souvent, dès qu'il y a un mouvement, les gens sont taxés de l'opposition de la mouvance. C'est ce que vous craignez C'est difficile d'obtenir l'unité d'action. Mais pourquoi c'est pendant cette transition que vous réveillez? Non, on ne se réveille pas. C'est la saison de révendication. C'est la saison de révendication. Je te jure. On ne se réveille pas. C'était un débat qui était dans les couloirs. Dans les couloirs. Parce que Damaro, il faisait peur. Absolument. Damaro, c'est le lion. Damaro faisait peur à personne. Mais vous savez, dans chaque chose, il y a des périodes où il y a des gens qui prennent la décision de se mettre au devant d'une situation pour la porter, pour que ceux qui n'ont pas la facilité d'articuler comme nous le faisons nous autres, pour que vraiment ils puissent se sentir intéressés par rapport à tout ce qui est en train d'être dit. Dans ces couloirs-là, est-ce que vous étiez un des meneurs, vous étiez là? Parce que je sais pas, vous avez été qualifié de l'opposition, puisque à un moment vous étiez de l'UFR, je sais pas. Il y a eu des gens qui ont voulu porter ce débat. Ceux-ci-là ont été qualifiés de l'opposition, d'être, comment on appelle ça, au sol de quelqu'un. Donc finalement, ça n'a pas abouti. Mais parce que quand vous êtes fonctionnaire parlementaire, vous devez être neutre quand même. Non.
Neutre. A priori. Bon, vous savez. Oui, mais ils revendiquent pour leur intérêt. Ils revendiquent pour l'intérêt des Donc, travailleurs. Dites-nous de quoi vous parlez. J'ai l'impression qu'il y a des non-dits entre... Quand vous êtes fonctionnaire parlementaire, vous devez normalement servir que l'Assemblée ou vous servez en même temps les partis politiques. Cette question, je vous la pose. Nous sommes des agents de l'État neutres dans l'exercice de Oui, mais ils sont envoyés là le plus souvent par des partis politiques. Soit c'est l'UFR, soit c'est le DG, soit c'est le RBG, les grands partis qui ont des députés. C'est eux qui les ont envoyés. Dans l'exercice de notre fonction de fonctionnaire parlementaire, nous sommes neutres de par les comportements. C'est un peu comme nos amis de la CENI. Mais qu'à cela ne tienne, chaque citoyen a la liberté d'avoir des opinions politiques. Mais ça, c'est en dehors du Parlement. On est d'accord. Voilà. Non, ça c'est un droit. C'est un droit. Mais dans l'exercice de nos fonctions au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes apolitique normalement. Nous sommes apolitiques. C'est ce que je viens de dire tantôt. Est-ce que le secrétaire a cherché depuis hier, puisque la tension a existé depuis hier, est-ce que la journée d'aujourd'hui, le secrétaire a cherché à vous rencontrer, pour discuter, pour aplanir vos divergences? Non, pas du tout. Hier, la délégation syndicale était venue au niveau de l'administration. On apprend qu'elle a été renvoyée? Non, pas renvoyé. Parce qu'il ne peut pas les renvoyer quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est opposé. La discussion quand même était tellement houleuse. Le fait que le secrétaire général dit non, vous n'allez pas mettre votre structure syndicale ici. Les gens ont dit que non, c'est de par la loi. C'est la loi qui nous autorise. Le secrétaire dit non, j'ai pas la compétence. Mais la loi n'indique même pas que tu as la compétence par rapport à cela. La loi n'indique pas que tu as la compétence. On est venu juste pour vous informer que demain, notre délégation viendra pour mettre en place la section syndicale de l'URTG au sein de l'administration parlementaire. Par la volonté de vos travailleurs. Alors demain, ce bureau sera installé ou pas? Naturellement, Inch'Allah, ça sera installé à 10 Quoi heures. qu'il arrive. Toutes les dispositions sont prises par rapport à cela. Nous le ferons, nous allons le faire au sein de l'Assemblée nationale. Bien sûr, mais pas dans la salle de l'hémicycle parce que ça nous a été fermé. On va le faire dans l'enceinte de l'administration. Et si on vous fermait toutes les portes? Non, là ils pourront pas. Ils vont venir dans la cour. Dans la cour. Ils sont fonctionnaires, ils sont chez eux. Nous sommes chez nous. Donc ça, ils ne le feront pas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est dire que je ne suis pas d'accord. Ça aussi, c'est son point de vue. Mais la loi nous permet de nous faire syndiquer. Quel est l'engouement par rapport à ce mouvement? Non, il y a l'engouement, il y a quand même une adhésion massive par rapport à cela, parce que le personnel est conscient de ce qu'il s'agit. L'enjeu, elle est de taille. Voilà. Merci à vous. Merci et on vous souhaite bonne chance. En tout cas, monsieur Ismaël Gassim, Kalissa, restez avec nous. Ils ne s'en foutent pas. Votre avis compte, faites-le nous savoir au 81 85. Vous avez donc la possibilité de vous exprimer sur ce recrutement qui est annoncé à la fonction publique. Un auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? C'est Sidibé d'Anko 5, s'il vous plaît. Sidibé Abouakar. Vous savez, je voudrais, s'il vous plaît, avant de réagir à votre thématique. Oui, rapidement. C'est juste pour vous dire parce que c'est une remarque que j'ai faite, quoi. Dans cette émission-là, vous n'invitez pas les jeunes. Sincèrement, c'est pas bon. Nous n'invitons pas qui? Les jeunes, nous, les jeunes, quoi. Oui, mais celui qu'on a au studio là, il est très jeune. Non, écoutez, je vous en prie. Je vais revenir sur la question. Celui qui est là, il a 30 ans, monsieur. Oui, c'est un jeune, je comprends, mais invitez des jeunes, je vous en prie. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, moi je pense que c'est une très bonne chose parce que très prochainement, il y a plus de combien de gens qui doivent partir faire valoir leurs droits à la retraite, c'est une très bonne chose. Mais je voudrais dire une chose aussi, c'est tout au compte de l'enseignement. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est des contracteurs ou alors des sortants de l'ISEC. Écoutez, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sortis des autres universités, qui sont mieux placés que ces gens qui sont sortis de l'ISEG là. Mais c'est l'ISEG qui est en train de former des enseignants. C'est l'ISEG et les ENI. Non, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui sortent de l'ISEG? Il y a des gens qui sont dans ces institutions-là, je vous en prie. Ils ne peuvent rien en matière d'enseignement. Donc c'est pour vous dire encore une fois, quand on dit ça, quand on fait ça, c'est une façon de stigmatiser les autres. Il y a des gens qui sortent dans les autres institutions supérieures et qui peuvent être, n'est-ce pas, capables, n'est-ce pas, de donner des cours. Ils sont bien en pédagogie, ils sont très bien. Donc, vouloir dire que c'est seulement ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, de ces institutions, de l'ISEG là, qui peuvent être prises, moi je pense que ça ne sera pas normal. Merci à vous, merci monsieur Sidibé Aboubacar. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est ainsi donc que prend fin cette émission Talk Politique. Restez avec nous tout de suite, vous aurez Film Soir avec Ibrahima Khalil Diallo.